Et bonjour à tous, on se retrouve à bord de Saori pour cette série de vidéos consacrées notamment pour les néophytes, les passionnés, ceux qui veulent ou viennent d'acheter un bateau, qui sentent qu'ils sont mordus par cela mais qui n'ont pas encore les prérequis pour pouvoir se permettre de vivre encore ces merveilleuses aventures que propose la navigation à la voile. Et pour ce faire, on a vu ensemble, dans la première vidéo, on a vu un petit peu tous les prérequis au niveau technique, compétences, capacité pour justement se permettre d'acheter un voilier. Après, on a vu dans la seconde vidéo, on a vu également les responsabilités. Attendez, je vais vous mettre, je vais m'asseoir, sinon vous allez tous vomir. Et on va peut-être mettre 10 degrés de sécu. Hop, voilà. Ouais, quoique. Ok, donc, reprenons. On a vu dans la première vidéo, comme je vous ai dit, les compétences à acquérir. Dans la seconde vidéo, on a vu toute la responsabilité. On a survolé quelques notions de responsabilité, de chef de bord, de ce que ça engage, à quoi ça engage de prendre cette casquette de capitaine et quels sont les devoirs qui en découlent. Là aujourd'hui, bon écoutez, je voulais parler un petit peu sans faire de clichés. Encore une fois, je prends mes gants, je mets mes gants, j'essaye d'être le plus neutre possible. Voilà, je parle surtout de faits. Et on voit, il se dessine un petit peu deux types pas de navigateurs, parce que ça serait trop de dire ça, mais en tout cas deux types de plaisanciers. Voilà, comme ça marche mieux. Donc il y a deux types de plaisanciers et on va voir vers quoi ça tend. Et au final, je vous le dis directement, on a un côté qui tend vers ce qu'on pourrait appeler du minimalisme. Après, il peut y avoir du minimalisme extrême, trop extrême. Et après, on va avoir tout ce qui est un petit peu plus matérialiste. Et on va avoir également du matérialiste trop extrême. Donc je vais essayer un petit peu de développer mon propos. J'espère que pour l'instant, ces vidéos vous intéressent. L'idée, ça va être à vous un petit peu de vous situer là-dedans. Et vous allez voir que mon propos, c'est vraiment d'essayer de rester justement un petit peu plus presque le plus neutre possible, à tendre un petit peu plus vers le minimalisme forcément, puisque la vie à bord d'un voilier forcément vous force à être minimaliste. Qu'est-ce qu'on appelle minimaliste? J'essaye de définir mon propos. Ça va être vraiment de vivre avec le strict nécessaire, d'accord? Donc un voilier, forcément, c'est quelques mètres cubes. On ne peut pas ramener toute sa maison dans un voilier. Donc forcément, on va devoir choisir. On va voir qu'il y a certains rangements, typiquement les cuisines, les choses comme ça, c'est souvent et toujours très restreint. Il va falloir penser à l'essentiel. Il va falloir que ce soit des choses un petit peu d'habitation, d'habitabilité, mais également au niveau de l'accastillage, au niveau du fonctionnement d'un bateau. On le dit, on ne le répétera jamais assez, plus votre bateau est simple dans sa conception, plus il sera simple à entretenir, à réparer, s'il y a des problèmes, à travailler dessus, etc. Donc un bateau trop compliqué, ça demande à chaque fois qu'on le sorte de l'eau, que ci, que ça, qu'on aille voir des professionnels qui coûtent une blinde, alors qu'un bateau peut-être un peu plus simple de conception, on va pouvoir très simplement aider des fois de quelques professionnels, mais on va pouvoir soi-même faire une grosse partie du travail. Alors du coup, pour tout ce qui est, on va commencer par le plus simple, on va commencer par le côté matérialiste. Voilà. Alors pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Enfin non, on fait pas ce qu'on veut avec son argent, mais tant que c'est des choses qui ne sont pas mauvaises pour autrui, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc après, à vous de le dépenser à votre convenance. Maintenant, prenez bien en compte, parce que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup. Je vais vous donner directement un exemple pour que ça soit concret pour vous. Aujourd'hui, la moindre personne qui achète un bateau, elle a cette
conception, cette idée au fond d'elle de, entre guillemets, voyage itinérant, autonomie, voilà, qu'on pourrait comparer à ceux qui prennent des camping-cars ou des vannes aménagées. On peut comparer à ceux qui rêvent d'une tiny house, etc., qui est aussi à la mode, mais au final vous allez voir que c'est très peu souvent le cas. Hein, des gens, je sais pas, des gens qui parlent de tiny house, j'en connais myriades. Des gens qui en ont, ben, j'en connais pas une seule. Donc vous voyez que on a toute cette illusion, on se crée cet imaginaire de petite tranquillité. Il y aura plus de péage, il y aura plus d'autoroute, plus d'essence, plus de quoi que ce soit. On sera tranquille sur l'eau comme vous le voyez actuellement, hein, c'est-à-dire paisible sur l'eau en train d'avancer. Personne pour nous dire quoi faire, comment faire, etc., ou nous taxer. Voilà, c'est pas du tout le cas, hein, ne partez pas sur ce principe-là. La voile, ça a milliers de règles. Il y a de la législation tout autant qui ressemble énormément à ce qu'on retrouve à terre. Donc au final, vous n'êtes pas plus libre ou quoi que ce soit en mer. Et qui plus est, vous êtes encore moins libre de faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous mettez en jeu la SNSM. Et la SNSM, eux, bah, ils ont soit d'autres vies à sauver à ce moment-là, soit autre chose à faire. Enfin, pas autre chose à faire, mais entre guillemets, ils risquent leur vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils risquent leur vie pour venir vous chercher. Donc forcément, où ils engagent ils s'engagent corps et âme pour venir vous chercher. Donc il faut au moins respecter ça. Voilà, vous n'êtes pas seul à décider. Bon, alors repartons sur le matérialiste. Donc du coup, il y a beaucoup de cas où des personnes rêvent un petit peu de cet idéal. Et donc la première chose qu'ils font quand ils achètent un bateau, la toute première chose, c'est d'installer des panneaux solaires. Des panneaux solaires, il y en a aujourd'hui c'est hyper démocratisé, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus simples qu'à l'époque. Et c'est ce rêve d'être indépendant électriquement, voilà, le côté hausse de l'électricité, hausse de tout ça, la hausse de la inflation, etc. Donc tout ça, forcément, ça trotte dans la tête des gens et ils se disent, si j'ai mon panneau solaire, je serai tranquille, plus personne pour m'embêter et je dois plus rien à personne. Entre guillemets, c'est l'idée que les gens se font. Et donc, avant même de faire leur première navigation, ils vont se dire, moi, la première chose, ça va être du coup pour mon confort. Alors, il y a des choses qu'ils vont faire pour l'entretien du bateau, des fois, hein, parce que les bateaux sont jamais prêts à partir, clé en main. Donc, on met en place le bateau. Une fois que le bateau est aux normes, après, première chose qu'ils font, c'est installer les panneaux solaires. Il faut savoir que, je vous le dis, hein, je vous fais gagner beaucoup de temps, parce que c'est vrai qu'au final, vous allez dépenser des 1000 et des cents, ça coûte. Parce que le panneau, il coûte pas cher, ça fait rêver, c'est la cerise. Mais après, il y a toute l'installation, des portiques, des trucs, etc. Et ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Surtout si vous voulez que ce soit bien fait, ça coûte très cher. Et c'est tout un business, c'est tout encombré, saturé pour des gens qui n'ont encore même pas vraiment su ce que c'était que la navigation. Pourquoi je dis ça? Je donne typiquement cet exemple parce que c'est de l'argent que vous dépensez sans même vraiment savoir pourquoi dans un idéal de. Voilà. L'idée, c'est pour vous faire vraiment gagner du temps et gagner de l'argent. Je vous explique quand même que les panneaux solaires ne sont utiles que dans un unique cas, c'est une longue période de mouillage. Voilà. Donc avant de faire une longue période de mouillage, regardez déjà la météo autour de chez vous. Si vous êtes en Atlantique, vous allez voir qu'une longue période de mouillage avec les marées, les coefs, etc., ça peut être compliqué avec les dépressions qui peuvent arriver de temps à autre. Si vous êtes en Méditerranée, vous voyez que le vent il change 2-3 fois par jour et qu'il peut forcir, etc. Donc, rester une semaine au mouillage, ça peut arriver, hein, il y a des cas où ça l'est, mais en tout cas autour du littoral français, c'est pas comme dans les îles, autour du littoral français, c'est quand même un peu plus compliqué. Et déjà, allez voir ce que c'est de passer 2 heures en mer, 4 heures en mer, 6 heures en mer,
voir un petit peu ce bateau qui bouge là, qui branle-balle dans tous les sens, forcément au début, vos premières navigations, vous allez forcément être patraque. Et même si vous êtes marin aguerri et que vous n'avez pas navigué depuis 6 mois, vous allez arriver, si la mer chahute un peu, vous allez être patraque aussi. Donc ça c'est normal, hein. Le mal de mer c'est quelque chose, personne n'est au-dessus du mal de mer. Il y a peut-être des sensibilités différentes, mais en tout cas c'est quelque chose que si vous n'êtes pas amariné, quoi qu'il arrive, au moindre petit coup de vent, au moindre petite vaguelette, c'est pour vous. Donc pour éviter cela, déjà allez voir ce que c'est en navigation, faire plusieurs heures de navigation, quitte à le faire sur un autre bateau, quitte à le faire avec un moniteur, etc., en cours particulier. Mais allez voir ce que c'est déjà de chahuter comme ça pendant des heures, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens que ça refroidit instantanément, hein, et ils ont déjà acheté le bateau, comprenez bien. Alors c'est peut-être pas le mari, ça peut être la femme, ça peut être les enfants, etc., et qui à partir de la deuxième navigation ils disent moi plus jamais je remets un pied sur ce bateau, c'est définitif et il y a non négociable. Sauf que le problème c'est que la personne qui a acheté le bateau, elle s'est dit moi je vais embarquer tout le monde dans l'affaire sans trop les concerter, sans trop leur faire essayer, mais je sais que c'est bien pour eux, donc je vais prendre un 36 pieds avec 3 cabines, comme ça il y aura une cabine pour les parents, une cabine pour les enfants, une cabine pour ci, une cabine pour ça. Il se retrouve avec un bateau énorme et au final il n'y a plus personne qui veut monter dessus, et du coup le bateau est surdimensionné pour une personne seule. Voilà, donc faites-vous conseiller, hein. Moi c'est vraiment mon travail avec Saori Sailing, c'est de conseiller les gens pour justement qu'ils s'embarquent dans quelque chose de réfléchi, de responsable, et qu'ils ne se retrouvent pas dans ce genre de situation. Mais je ne peux pas conseiller tout le monde, et il y a plein de gens qui court-circuitent cette solution-là qui est inédite, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui propose ça, justement pour pallier à ces problèmes-là. Mais en soi, si vous venez pas me voir, il n'y a personne qui va vous donner ce genre de petits conseils, hein. Donc c'est important de bien comprendre cela, de bien m'entendre, et comprenez, faites des expériences avec femmes et enfants, avec tout le monde, partez en mer et allez vous accrocher à une bouée pendant 2 jours sans que tout le monde dégobille et que tout le monde n'ait qu'une envie, c'est de revenir à terre. Après je dis pas, hein, il y a des mouillages magnifiques, mer plate, on passe des moments sublimes, etc. Mais il peut aussi arriver ce scénario-là. Donc il faut savoir à quoi s'attendre. Et donc dans ce scénario-là, eh ben, vos panneaux solaires ils servent à rien. Pourquoi je dis ça? Je reviens aux panneaux solaires, hein, c'était l'idée de base. Pourquoi je dis ça? Parce que votre moteur, comme dans une voiture, il y a un alternateur. Et donc dès que vous faites tourner le moteur, ça recharge automatiquement les batteries, que ce soit la batterie moteur, batterie de servitude. Donc quand vous naviguez, vous faites une grande navigation, vous voulez naviguer pendant 3 semaines d'affilée, hein. 3 semaines d'affilée, c'est une transatlantique. Il vous suffit d'allumer le moteur une demi-heure par jour et ça va assez, une demi-heure toutes les 24 heures, selon comment vous utilisez le courant évidemment, hein. Là je parle une demi-heure par jour, c'est si vous avez juste les feux de navigation la nuit et les instruments 24 heures sur 24 et le frigo la journée. Voilà, si vous avez ça, bon bah une demi-heure, allez 3/4 d'heure de moteur, vous en servez quand il y a pétole, vous en profitez, etc. Vous essayez de profiter des moments de calme pour justement faire ça au lieu de devoir mettre le moteur alors que vous avancez pleine balle. Bon bah là il n'y a pas besoin de panneaux, pas besoin d'éoliennes, pas besoin d'hydrogénérateur, besoin de rien, et vous pouvez naviguer comme ça tant que vous avez du gasoil, hein. Et si vous n'avez plus de gasoil dans votre réservoir, n'oubliez pas que vous pouvez prendre des jerrycans et remplir et doubler votre réserve maximale de gasoil, hein. Donc comme ça vous pouvez largement faire tourner l'intégralité du système du bateau sans problème. Ok, donc que ce soit bien clair pour tout le monde, tant que vous voulez juste naviguer, etc., il n'y a aucunement besoin de panneaux solaires ni de quoi que ce soit comme fonctionnement, d'accord. Et au pire, si vraiment, parce que les batteries sont quand même suffisantes pour tenir 24 heures sans souci, mais si jamais vous voulez faire plus de 24 heures ou préserver vos batteries pour pas tirer dessus, un petit peu de moteur, l'alternateur il charge à pleine balle au niveau du voltage et c'est parti. Et en plusieurs dizaines de minutes, hein, c'est pas instantané non plus, hein, mais rapidement vous retrouvez votre charge initiale.
Donc évitez de vous faire tout ce système de panneaux solaires qui au final sert à quel moment? Vous allez me dire à quel moment ça sert du coup, si ça ne sert pas à naviguer, et ça ne sert en aucun cas au port, puisque au port vous êtes branché sur le quai, et au port vous avez électricité 220 volts comme à la maison, hein. Donc du coup, et il y a le chargeur de batterie 220 volts qui va venir charger vos batteries. Donc à aucun moment vous avez besoin de panneaux solaires, ni au port, ni en navigation. Après moi j'ai fait plein de mouillages d'une nuit, même si vous faites tirer de nuit, comme je vous dis, en faisant tourner un petit peu de moteur, aucun besoin encore une fois, de panneaux solaires. Donc préservez-vous de ce genre de choses, d'achat où on rêve d'idéal, mais au final en pratique, eh ben, il n'y a que vraiment si on reste une semaine accroché à une bouée tranquille, et que là on a besoin peut-être d'avoir du 220 à bord. Là on va se dire installer des panneaux solaires plus un convertisseur 12-220 pour me permettre d'avoir le nécessaire d'habitabilité, hein, les trucs du quotidien. Pouvoir brancher une prise tout simplement, ça peut être pour recharger la brosse à dents, ça peut être pour recharger l'aspirateur, ça peut être pour brancher n'importe quoi, un petit ventilateur. Voilà, ça peut être très utile, mais en navigation ça n'est pas utile. Voilà, après au mouillage pour plusieurs jours, ça peut à ce moment-là trouver un intérêt. Mais regardez bien votre météo, regardez à quel moment vous allez pouvoir rester dans une crique pendant plus de 2 jours. C'est extrêmement rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Donc le panneau solaire est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Je sais pas, hein, mais en tout cas, prenez bien conscience que ça sert à suréquiper un bateau avant même de savoir si on aime, enfin, ou même après les premiers bords, mais même si ça nous a plu une fois, 2 fois, on a eu la chance d'avoir des bonnes conditions. Bon bah essayez un petit peu d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet avant de se dire bon bah là on va commencer à installer ci et ça. Bon, je vous parle de ça, pourquoi je vous parle de tout cela? Au fond il y a une finalité à tout cela, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements à bord de Saori au niveau confort électronique, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que pour pouvoir vous présenter toutes les nouveautés à bord de Saori et toutes les améliorations qu'il y a eu, je suis obligé de passer par la case attention à ne pas céder dans je me fais rêver, je rentre dans un magasin d'accastillage, j'ai les yeux qui brillent, tout me fait envie, je suis comme un enfant dans un jouet club. Il faut bien comprendre que il y a des choses qui coûtent de l'argent, et beaucoup d'argent, et qui sont primordiales, et qui des fois vont être négligées pour des raisons forcément économiques ou pas, mais qui vont être négligées comparées à des choses qui sont plus futiles et moins essentielles. Voilà, et qui coûtent pour le coup quand même beaucoup d'argent. Voilà, donc tout ça on en parlera. Maintenant je vais parler un petit peu, je vais boire un petit coup d'eau, je vais voir ce que la... On peut pas faire mieux, on peut pas faire mieux. Il y a plus de vent. Hop. Donc maintenant le côté minimaliste. On va parler un petit peu du côté minimaliste. Comme je vous disais en préambule, le bateau en soi, le naviguer dans un voilier, c'est un peu confiné, il y a pas peu d'espace. Donc ça vous force à devenir un petit peu minimaliste, ce qui est une très bonne chose, hein. Et j'en rajoutais sur le fait que plus un bateau est simple dans sa conception, plus il sera simple dans sa compréhension et dans ses réparations, entretiens, etc. Donc ne cherchez pas à avoir forcément le winch électrique, le truc qui s'enroule, la grand voile qui s'enroule, toute la technologie qui existe aujourd'hui et qui autonomise la navigation, mais qui en aucun cas remplace la compétence d'un skipper, hein. Donc il faut vraiment prendre en compte que tous ces automatismes, c'est au final ça n'apporte rien
à la navigation de plus que ça. Voilà, il n'y a pas de choses essentielles que sans ça, vous n'allez pas pouvoir bien naviguer. Non, loin de là, ôtez-vous ces idées-là. Par contre, bon bah après, il y a des cas extrêmes, c'est-à-dire que le minimalisme extrême, c'est pas bon du tout, quoi. Ne pas acheter de ligne de vie. Aujourd'hui, une PLB, ça vous sauve la vie, ça coûte 200 ou 300 balles, je sais plus trop, mais ça coûte quelques centaines d'euros. Ça vous sauve la vie en un bouton. Bon bah naviguez sans ça, même si vous voulez faire simple, naviguer à l'ancienne, etc., tout ce que vous voulez, acheter une PLB, c'est le b.a.-ba, voilà, hein, pour moi, hein. Alors que c'est obligatoire dans aucune liste, etc., à part peut-être le hauturier, où là c'est l'e-pipe qui est obligatoire, mais la PLB je sais pas. Voilà, par exemple, naviguer avec le minimum, hein. Là j'ai vu une personne, c'est pour vous dire, hein, qui partait naviguer sans sondeur, n'avait pas la profondeur, oh qu'est-ce que c'est, n'avait pas la profondeur en direct de la profondeur en dessous de son bateau. Et du coup je me suis dit mais comment vous faites pour naviguer et pas rentrer dans les hauts fonds. Bon, en Méditerranée c'est un peu plus simple forcément, mais du coup c'était à la carte, Navionics, et du coup bon bah ici vu qu'il n'y a pas de marée forcément c'est plus simple, mais la personne naviguait sans sondeur, voilà, tout simplement. Donc ça peut paraître bête à dire, hein, pour certains qui entendent ça. Bon bah vous avez l'impression que je dis des banalités, mais en pratique je me rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment mises de côté et qui sont primordiales, hein. Bon, je vous en ai souvent fait, hein, c'est tout le topo sécurité. Tout le topo sécurité, vous avez vu qu'à chaque fois j'en rajoute. Je vous en referai peut-être le détail de ces listes une fois de plus, parce que je pense que ça mérite peut-être que je conclurai un jour cette série avec justement toutes les checklists à avoir à bord absolument. Ça peut être intéressant, même si déjà normalement si vous suivez les vidéos vous en connaissez la plupart. Voilà, donc ne pas tomber dans l'excès inverse. Voilà, il faut savoir qu'un presse-étoupe ça se change tous les 5 ans, qu'un gréement à partir de 10 ans il faut commencer à penser à le changer, que les anodes c'est vous qui êtes responsable de les changer, que je sais pas, vous êtes responsable de vérifier aussi l'état des vannes, toutes ces choses là, et ne pas se dire bon ben le bateau est dans son jus, du coup bon bah c'est plein de verre de gris, c'est rouillé à la mort à la moelle, mais ça tient, tant pis, on verra quand ça cassera. Voilà, moi j'ai vu des bateaux qui étaient vraiment pas en état de naviguer, vendus comme s'ils étaient en état de naviguer, au prix où c'est comme s'ils étaient en état de naviguer, mais en finalité la personne s'est faite avoir et son bateau, il y a le prix du bateau à remettre dedans pour qu'il soit navigable en toute sécurité, etc. Voilà, je vous en parlerai puisque bah, ça aussi il faudra que je vous en parle un petit peu, de retour d'expérience encore une fois, hein, de tout ce que je vous parle. J'ai rencontré au moins, je sais pas si c'est pas 50 personnes à Port-Camargue, certaines avec que j'ai rencontré comme ça parce qu'elles étaient dans le besoin et que je suis allé les aider, ou d'autres personnes qui m'ont reconnu, mais en tout cas j'ai pu vraiment voir plein de types de ce que les gens en début de saison ils étaient prêts à faire, à se jeter dans le grand bain sans forcément les moyens et de se donner le strict nécessaire. Bon bah c'est pas bon, voilà. Donc ne pas tomber dans le minimalisme extrême en se disant moi tant que j'ai mes voiles, ma coque, etc. Je me débrouille tout seul. En tout cas c'est possible, mais c'est trop dommage de se priver de moyens simples et modernes, très efficaces. Typiquement, bon bah l'AIS, moi j'ai mis du temps à l'avoir, mais c'est vrai que si vous devez mettre 1000 € dans quelque chose, bah, privilégiez l'AIS au panneau solaire. Voilà, typiquement l'AIS ne vous servira à rien, vous n'allez pas pouvoir bidouiller trucs, etc. Au niveau du matérialiste, c'est juste un boîtier qui est branché et c'est tout.
Donc il n'y a pas vraiment de... à part le plaisir de voir les bateaux aux alentours, hein, mais donc il peut y avoir ce côté-là, mais en soi, il n'y a pas ce côté joujou, parce que c'est juste un boîtier noir, hein, tout simplement, branché. Mais par contre, il y a une vraie sécurité, il y a un vrai intérêt dans l'investissement, comparé au final à des panneaux solaires qui auront très peu d'utilité, puisque 90% du temps le bateau il sera au port et débranché parce que vous ne serez pas à bord, et le restant du temps quand vous êtes à bord, et là vous allez vous rendre compte que le bateau, tant qu'il a du gasoil, il a de l'électricité, donc en aucun cas besoin d'investissement supplémentaire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. Il y a pas mal, je pense qu'il y a aussi pas mal d'autres exemples qui peut-être des exemples très concrets là que je n'aurais pas forcément en tête, hein, mais il y a quand même ce côté, essayer de trouver un peu cette neutralité en tendant vers le côté simplicité, pour essayer de ne pas dépenser, parce qu'il y a vraiment ce côté joujou. On voit ces gens qui achètent un bateau, ils sont aisés, ils ont les moyens de justement se permettre cet achat là sans trop jouer leur vie comme moi j'ai fait avec passion, où j'ai tout investi dedans et que je me suis lancé corps et âme dedans. Voilà, on voit qu'il y a des gens qui partent du principe, le bateau est assuré, s'il arrive quoi que ce soit on le fera réparer, ça sera assuré, donc en gros je peux me permettre cet investissement sans trop réfléchir, donc allons-y et on verra par la suite. Voilà. Et en plus de ça, je vais me faire plaisir, je vais équiper mon bateau, ça sera ma petite garçonnière, hein, et on va faire en sorte que ça sera un mix entre garçonnière et voiture tuning, quoi. Souvent ça finit comme ça, et ça finit, ça sert juste à boire des coups à bord au port, sans partir du quai avec amis, etc. Donc ça n'a aucun intérêt d'acheter un bateau pour ça. Et après à passer son temps dans les chantiers ou dans les magasins d'accastillage à vouloir suréquiper un bateau, et que le jour où tout est fait, l'intérêt du matérialiste disparaît complètement. Souvent vu que la personne est souvent très peu investie et très peu rigoureuse, toutes les autres personnes l'ont abandonné, que ce soit femmes, enfants, amis, etc. Pas forcément le cas extrême, mais en tout cas sont moins intéressés par le fait de partir en mer, etc. Et du coup on se retrouve avec un bateau suréquipé qui sert pas forcément et qui va finir à la revente, que ce soit pour acheter un autre bateau plus gros et le rééquiper pour encore satisfaire ce besoin de ce plaisir qu'on a à équiper son voilier et à faire de son voilier un truc, une Formule 1. Bon si c'est pour justement soit à la fin le revendre et passer la main au suivant, et puis passer sur un autre hobby, une autre passion volatile comme ça, une autre passion éphémère, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je ne juge pas, tant que vous rentrez pas dans le bateau des autres, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème de ces gens là, c'est que souvent ils court-circuitent toutes les contraintes, ayant la possibilité de passer juste par le plaisir. Ils vont court-circuiter tout ce qui est contrainte, avec notamment les cours de voile, et ça finit dans le bateau des autres, jour 1 de la première navigation, bateau neuf, impeccable. Bon c'est triste, c'est très triste. Donc méfiez-vous, essayez de, encore une fois ça revient sur la vidéo précédente, quel genre de chef de bord vous voulez être, et peut-être privilégier au début la simplicité sans mettre de côté la sécurité, hein. La sécurité, vous pouvez y aller, ça coûte bien cher en plus, les gens le savent bien, donc ils en profitent bien. Donc tout ce qui est sécurité, ça coûte déjà un beau billet, donc mettez ça déjà en premier lieu. Mettez aussi de l'argent pour vos compétences, pour acquérir des compétences, et puis après, une fois que vous avez fait vos navigations, etc., et que vous savez exactement ce qu'a besoin le bateau, là vous allez pouvoir investir, même pas obligé de faire petit à petit, etc., mais vous allez pouvoir investir pleinement dans le bateau, transformer votre bateau en Formule 1 si vous le voulez, mais en ayant connaissance de qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pourquoi vous investissez ça dans ça et pas ça, quel modèle choisir, quel poids, quel matériau,
et tout ça, et c'est beaucoup plus intéressant de le faire quand vous savez ce que vous faites que de le faire juste pour le plaisir d'avoir une longue facture quand vous sortez du magasin d'accastillage qui eux se gavent. Ils vous voient venir à 100 000 et je vous assure qu'ils se gavent. Voilà, écoutez, l'idée c'est une mise en garde. Voilà, c'est vraiment une mise en garde pour que vous puissiez vous diriger le plus sereinement vers la direction la plus sûre, la plus pérenne, que votre parcours soit doux et fait de belles choses, mais à crescendo et à votre rythme. La navigation, c'est quelque chose de très lent, de base. De toute façon, vous voyez, on avance à 4 nœuds. 4 nœuds, c'est 7-8 km/h. 7 km/h, bon bah là, j'ai passé Nîmes, j'arrive à Arles, je me félicite quoi, enfin, alors que ça fait 2 heures qu'on navigue. Bon bah, c'est comme ça, c'est quelque chose, c'est pas fait pour faire la course, c'est pas fait pour brûler des étapes, c'est pas fait pour sortir de force, hein. On parle de l'orgueil, on parlait de l'orgueil et l'ego d'un capitaine qui, pour ne pas foutre en l'air les vacances, et ben, va décider de partir quand même alors que les conditions ne sont pas réunies par rapport à l'équipage ou par rapport au bateau ou par rapport au capitaine en soi. Bon bah là c'est une erreur encore une fois, hein. Je reprends l'exemple, week-end dernier je devais faire cette navigation merveilleuse avec un couple d'amis à bord. Bon ben le dernier jour on a vu que la météo était changeante, impossibilité de partir dans de bonnes conditions à moins de les retrouver tous les deux en train de gerber dans la cabine, donc aucun intérêt ni pour eux en tant que souvenir ni pour moi en tant que marin. Donc pour moi c'est pas une réussite, hein. Si les gens vomissent à bord c'est qu'il y a quelque chose qui... Bon, il y a des gens qui sont très sujets, hein, mais en tout cas plus que d'autres. Mais en tout cas c'est à vous aussi de savoir amariner les équipiers à bord, hein. C'est pas les gens qui sont trop fragiles ou pas, hein. Faut arrêter, hein. Il faut aussi redescendre d'un cran et se mettre un peu au niveau des gens, hein. Vous êtes un humain comme tous les autres. Vous aussi, vous pouvez avoir le mal de mer si la mer est déchaînée. Et les gens qui ont mal de mer, bah, peut-être que si vous étiez mis un peu plus au portant, si vous aviez choqué un peu les voiles pour ralentir peut-être d'un nœud, mais au moins remettre le bateau à plat, prendre un riz de plus. Voilà, toutes ces choses-là. Laisser barrer la personne avec la bonne pédagogie pour que tout se passe bien. Bon, bah, tout ça, c'est le rôle du chef de bord, encore une fois. Et les équipiers, eux, ils ne peuvent que apprendre de vous, être en attente de vos conseils, de vos ordres entre guillemets, de vos requêtes, et puis ils peuvent pas inventer, hein. Et vous non plus, vous ne pouvez pas inventer. Donc le cas qui arrive le plus souvent, c'est que les gens ne savent pas, hein. Moi je les entends au port, hein, s'engueuler les uns sur les autres au port à 2 mètres de moi, parce que le chef de bord va gueuler, ne sachant pas ce qu'il a fait de mal ou ce qu'il aurait dû faire, etc. Il va gueuler sur la personne en face. La personne en face va se laisser faire ou ne pas se laisser faire, et ça va partir en dispute parce que tout simplement à la base c'est une méconnaissance uniquement du chef de bord. Et au final, pour les personnes qui se laissent faire entre guillemets, et ben elles se font pourrir gratuitement alors que c'est en aucun cas de leur faute, hein. Pour les manœuvres de port, je le rappelle, hein, la seule personne qui est responsable de la manœuvre de port, c'est la personne qui est chef de bord et qui a la main sur la barre, l'autre main sur le moteur, et qui est censé arrêter le bateau devant le ponton. C'est pas l'équipier qui saute et qui fait un lasso pour arrêter le bateau, et s'il le fait pas, le bateau il percute le ponton. C'est en aucun cas ça, hein. C'est le chef de bord qui arrête le bateau devant son ponton, et au lieu de le descendre lui pour garder la main sur la barre et le moteur, et ben il fait descendre quelqu'un parce qu'il a la chance d'avoir quelqu'un à bord qui peut descendre et faire un petit nœud ou juste tenir la marre, hein. Et c'est pas tenir, hein. Encore une fois, il faut briefer la personne. Si la personne elle descend et elle tire sur la pointe, sur la garde par exemple, ou sur une pointe avant, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tirer le nez du bateau va partir sur le côté, et l'arrière du bateau, la jupe arrière, elle va taper sur le voisin, hein. Ça c'est le classique, grand classique, je vous le donne, c'est cadeau. Grand classique, les gens ne sachant pas, ils tirent comme des brutes pour freiner le bateau parce que le bateau arrive trop vite et qu'il va pour taper dans le ponton, ou pas, ne sachant pas, ils vont tirer. Du coup ça va tirer le nez du bateau d'un côté, porter forcément l'arrière du bateau sur le côté opposé, et le côté opposé qui est forcément mal protégé par des pare-battes mal positionnés parce que les personnes n'ont pas encore l'expérience et ne sont pas renseignées au préalable.
Et du coup, bam, ça tape jupe arrière, balcon arrière dans le balcon arrière de l'autre. Et ça, c'est un des grands classiques. Voilà. Et après, du coup, ça a tapé. S'il n'y a personne, ça fait mine de rien. S'il y a quelqu'un, ça commence à foutre la merde dans le couple parce que l'un refout la faute sur l'autre. Et c'est des vacances qui, jour 1, commencent très très mal. Surtout si vous allez devoir rester pendant une semaine, parce que vous avez prévu de rester une semaine là, à côté du voisin que vous avez tamponné dans le premier jour. Je peux vous assurer que les ambiances de ponton, elles peuvent très vite changer. Hein. Elles peuvent très vite varier. Et ça, c'est pas la faute de la personne. Et la personne, vous devez la briefer. Est-ce que vous devez retenir le bateau? Est-ce que vous devez juste reprendre le mou? Est-ce que vous devez tirer fort? Est-ce qu'au contraire, vous devez avoir un petit peu de mou et laisser avancer le bateau un petit peu jusqu'à ce que l'étrave elle soit à bonne distance? Parce que si vous maîtrisez parfaitement votre manœuvre, techniquement, c'est ça, hein, la personne qui descend, elle doit accompagner le bateau et dès que le bateau est arrivé pile à la bonne position entre l'étrave et le ponton, et ben là, elle fait enfin un tour mort délicatement autour du taquet, ce qui arrête l'air du bateau. Mais vous, c'est à quelqu'un d'autre de descendre et de choper la pointe arrière pour pas justement que le bateau parte sur le côté. Voilà, donc ça c'est une synchronisation entre la personne à l'avant, la personne à l'arrière. Il y a une pointe arrière, il y a une garde ou une pointe avant. Bon bah les deux personnes, s'il y en a un qui tire avant l'autre ou qui freine avant l'autre, bah, ça va donner un à-coup et le bateau va pivoter. Voilà, donc ça c'est encore un retour d'expérience que je vois que trop souvent, hein, et moi-même en solitaire, je me pose toujours la question de comment je vais arrêter le bateau, parce que si je descends et que je tire juste sur la garde et que j'ai juste ma garde dans la main pour freiner le bateau, en me disant c'est bon, le bateau est arrêté, il bouge plus, bah, l'arrière il va partir. Si le vent me pousse sur le côté du ponton, bon bah c'est facile, mais si le vent me pousse du côté du voisin, et ben je vais aller me poser sur le voisin et j'en ai en aucun cas envie. Une bonne manœuvre, il n'y a pas un pare-batte qui touche un pare-batte, hein. Et une manœuvre compliquée, et ben là vous avez des pare-battes qui sont bien positionnés au bon endroit, à bonne hauteur de liston du côté du voisin et à bonne hauteur de catouet du côté du catouet, pour justement pouvoir vous poser sans qu'il y ait aucun dégât, aucun damage. Et pour ça il faut que le bateau vraiment il meure sur son aire tout doucement, qu'il se pose délicatement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça c'est vraiment dans le cas où les conditions sont dégueulasses, hein. Et ça ne dérangera jamais personne puisque vous avez vos pare-battes au bon endroit et qu'il n'y a pas le bateau ne doit même pas rebondir, hein. Il doit vraiment se poser tout doucement et les pare-battes ils font clac et voilà, fin de l'histoire. Voilà, ça c'est une possibilité. Ça c'est dans le pire des cas, c'est ça. Voilà, mais en aucun cas chandelier qui touche, les gens qui sautent au dernier moment, qui font le grand écart, qui font le lasso, qui vont arrêter le bateau en pleine course. Tout ça c'est niette, hein. Et tout ça c'est, vous devez l'apprendre impérativement avant d'acquérir un voilier. Voilà, il y a plein de cours qui permettent de faire ça. Il y a des cours spécialisés sur les manœuvres de bord où vous ne faites que ça. Bon bah si vous avez déjà les qualités pour faire homme à la mer, etc., bon bah faites uniquement des mises à niveau sur les manœuvres de port, et au moins vous verrez très bien, vous comprendrez très bien que la seule personne qui est maître de la manœuvre, c'est la personne à la barre. Voilà, et du coup ça vous donnera moins de raisons d'hurler sur les pauvres personnes qui ont été mal briefées et qui n'y sont au final pour rien. Voilà, bon écoutez, là à la base on parlait du côté matérialiste. Ne vous faites pas piéger, vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui il existe plein de trucs, plein de moyens de dépenser son argent très rapidement dans un bateau, qu'il soit grand, petit, etc. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a vraiment des choses qui sont voire même primordiales, hein. Aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de naviguer avec beaucoup plus de sécurité. Profitons-en, mais arrêtons-nous au nécessaire. Voilà, dans un bateau il faut qu'il n'y ait rien qui ne soit pas nécessaire. Voilà, ça. Et puis après, côté minimaliste, n'y allez pas trop à fond non plus, ne vous la jouez pas j'ai mon bateau, j'ai besoin de rien, et j'ai tout lu de moi Tessier, alors du coup
je veux faire comme lui. Moitessier, c'était un cas exceptionnel et du coup tout le monde ne peut pas, et avec des compétences exceptionnelles. Il est né sur un bateau dans les îles, enfin il a grandi sur un bateau dès petit, donc lui la mer n'avait aucun secret pour lui, donc après il pouvait bricoler, trafiquer, magouiller, etc. Il n'y avait pas de souci parce que il était en pleine connaissance de son élément. Voilà, donc vous, ça ne s'invente pas. Moi-même, j'en apprends encore tous les jours et on n'invente pas toutes les myriades de métiers qui gravitent autour du mot navigation. Autour du mot navigation, il y a plein de métiers, hein. On a parlé de tout ce qui était mécanique, électronique, etc. Tout ce qui était navigateur marin, mais aussi tout ce qui est humain, etc. Il y a énormément de métiers qui englobent ce mot navigateur, marin, navigation, voilier, tout ce que vous voulez. Et pour ça, il faut bien en avoir conscience. Et je me rends compte, je finirai là-dessus, et c'est très important, je me rends compte que quand les gens font des erreurs et que je les retrouve tremblants dans le port parce que ils se sont pris une frayeur en dehors ou à l'intérieur du port, et ben à ce moment-là, on se rend compte à chaque fois, malheureusement, que ce n'est pas de mauvaises intentions, que ce ne sont pas des gens qui sont d'eux-mêmes des personnes qui veulent arrogantes et qui pensent faire mieux que tout le monde, etc. Bon, il en existe quelques-uns, mais c'est au final très peu comparé à tous ces néophytes qui se lancent parce qu'ils ont vu que sur YouTube on pouvait traverser l'Atlantique sans expérience et qui du coup se lancent en se disant moi je vais juste faire un petit tour en rond dans l'eau sans sondeur et tout va bien se passer. Non, c'est vraiment pas possible. Donc il faut bien comprendre, voilà, tout ce raisonnement là et ne pas tomber dans l'excès à se dire comme Moitessier, je vais faire tout moi-même et je n'ai à apprendre de personne, je vais apprendre moi tout seul. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans les bouquins, il y a beaucoup de choses à apprendre tout seul. La majorité des choses, vous les apprenez tout seul, puisque de toute façon, tout ce qu'on apprend en discussion de ponton, tout ce qu'on apprend sur internet, tout ce qu'on apprend dans les forums, les trucs, etc., il y a quasiment rien de bon, il y a très peu de choses à récupérer et c'est difficile de trouver le vrai du faux. Donc souvent ça finit seul avec la notice du fabricant, avec la Bible des Glénans, avec des bouquins spécialisés sur la météo, sur le gros temps, etc. Voilà, il existe plein de bouquins. Je vous avais fait une vidéo sur la bibliothèque de bord, hein, elle est toujours à jour, hein. Donc vous pouvez vous renseigner là-dessus, hein. Vous tapez bibliothèque dans ma chaîne et vous trouverez les livres en question. Donc c'est justement, il y a quelque chose de très autodidacte qui est très agréable et très grisant, mais ne gardez cette humilité, ne grillez pas des étapes et ne pensez pas révolutionner ce qui a été déjà fait et essayez déjà de faire comme on doit faire et c'est déjà très bien. Oui, il existe plusieurs façons de naviguer, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi des bonnes et des mauvaises façons de naviguer, hein. Donc il faut aussi faire attention que c'est pas au capitaine de choisir comment lui veut naviguer sur son voilier ou sur son bateau à moteur. C'est les éléments qui dictent et les compétences et les capacités du marin qui dictent si oui ou non on peut partir en mer ce jour-là. Voilà. Sur ce, je trouve que on a bien parlé, hein. Moi ça me régale, c'est des choses j'en avais gros sur le cœur. En tout cas j'avais besoin de vous partager tout ça. Je ne sais pas quand ça sortira, forcément dans longtemps parce que j'ai beaucoup de vidéos en attendant à sortir entre temps. Par contre je ne sais pas non plus comment ça sera reçu et j'essaye vraiment de prendre des gants et de ne froisser personne quand je dis tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et des situations où j'ai dit vraiment c'est vraiment pas la façon de faire, etc. Et si vous vous reconnaissez dans ces moments là, ne prenez pas, encore une fois, humilité, ne prenez pas ça mal, n'ayez pas un sursaut d'ego en disant mais qu'est-ce qu'il raconte lui,
ça fait 10 ans que X années que je navigue et il m'est jamais rien arrivé. Voilà, il y a aussi des gens qui par chance passent entre les mailles du filet à chaque fois, et les fois où ça va mal, bah, ça finit pas trop mal, donc on essaye d'oublier, on n'en parle pas trop. Voilà, moi vous avez 100% de mon parcours, de tout ce qui m'est arrivé de haut, de bas, etc. Vous voyez que quand même ça fait 6 ans que ça se passe bien, et c'est aussi dû à cette conscience et cette pratique. Je ne savais pas tout, j'ai appris plein de choses encore en 6 ans, hein. J'ai appris plein de choses, mais il y a un minimum de bagage. Oui, vous allez apprendre plein de choses en autodidacte par la suite, mais faites-vous quand même accompagner par des professionnels, que ce soit des moniteurs de voile, que ce soit d'autres professionnels, ou que ce soit même mes services pour tout ce qui est conseil pour acheter un bateau, acheter le bon bateau, le mettre aux normes de sécurité, faire un check-up complet, intégral du bateau pour être sûr que ça soit le bon achat, que ça soit un achat intéressant qui puisse durer dans le temps. Voilà, ça, bon, bah, si c'est pas moi, ça peut être d'autres personnes, mais en tout cas, faites-vous aider, il n'y a pas de mal à ça. Des fois, quelques centaines d'euros peuvent vous épargner plusieurs milliers d'euros très rapidement, et tout ça pour le manque de connaissances, hein. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le seul truc que j'ai oublié, je me suis un peu perdu dans mon discours à un moment, mais le truc que je voulais dire, et je conclurai là-dessus, c'est là-dessus que je voulais conclure tout à l'heure, il faut bien comprendre que les gens qui se retrouvent dans des moments justement délicats, un peu de panique, que je retrouve tout tremblant, etc., c'était à ce moment-là que je disais ça, ce n'est pas parce qu'ils sont arrogants, ce n'est pas parce qu'ils ont volontairement mal fait les choses, mais dans 99% des cas, c'est juste un manque de connaissances, et qu'en discutant à tête reposée avec eux, ils se rendent compte de la gravité des risques qu'ils ont encourus jusque-là en partant avec un bateau qui n'est pas du tout en état de naviguer, et sans même se rendre compte, parce que eux-mêmes, tant que le moteur il démarrait, comme sur une voiture, vous mettez le contact et voilà, vous n'allez jamais chercher sous le capot, etc., à comprendre comment ça marche. Tant que ça marche, et si ça marche plus, vous mettez sur le bas-côté, vous attendez la dépanneuse, et puis on verra au garage, quoi. Sauf que là, il n'y a pas de dépanneuse, il n'y a pas de bas-côté, quoi. Enfin, il y a une dépanneuse, mais en tout cas, il n'y a pas de bas-côté. Donc c'est très compliqué. Et c'est pas d'ailleurs, c'est pas une dépanneuse. Ce serait se méprendre de dire que la SNSM c'est une dépanneuse, parce que la panne c'est quelque chose que vous-même vous êtes censé régler en tant que chef de bord. Eux ils sont là pour porter assistance quand vous êtes en détresse, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ils sont pas là pour vous ramener au port parce que vous n'avez pas vérifié votre moteur, hein. Bref, je finis. Dernière fois, donc les gens que je retrouve en détresse, et ben au final c'est un manque de connaissances, un manque ils sont inconscients, ils partent complètement inconscients, se satisfaisant de leur propre jugement, leur jugement propre, personnel, en se disant j'ai vu ça sur telle vidéo, j'ai vu ça, j'ai tout compris. Lui il explique bien en me disant à moi, hein, tête, hein, mais tu expliques bien, j'ai tout compris, donc maintenant je peux me permettre. Mais non, 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 non. Moi j'explique pour vous faire comprendre et vous faire donner cette conscience. C'est typiquement ça le fond de toute ma chaîne. Ma chaîne n'est basée que là-dessus. Donner conscience aux gens de ce qui leur attendent et ce qui leur manque, et des plaisirs également de ce qu'on trouve quand on navigue. Voilà. Je ne donne pas de cours de voile. Il y a des moments où quand même j'ai beaucoup de pédagogie sur ce que j'explique et ce que je fais, mais c'est pas ça qui va remplacer votre propre pratique sur votre bateau. Donc je finis. Il faut bien comprendre que ma chaîne elle est justement basée sur vous donner conscience de ce qui vous manque, de qu'est-ce que c'est. Je disais souvent à l'époque que c'est un petit peu, mes vidéos c'est un petit peu l'envers du décor, que j'évite de faire comme on voit beaucoup, à filmer les îles, filmer les dauphins, on arrive là, on part là, etc. Mais justement à filmer un petit peu plus les manœuvres, les moments où ça se passe mal, les moments où c'est compliqué, les moments où alors juste tout ce que justement on voit rarement
parce que c'est pas ce qui fait rêver. Alors du coup les gens n'en parlent pas, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent et que les gens ils en parlent pas. Il n'y a pas de caméra qui filme, il n'y a personne qui sait, et ils se taisent bien et ils se le gardent bien pour eux, hein. Mais il se passe beaucoup de choses dans les ports, hein. Il se passe beaucoup de choses. Donc méfiance, que ce soit pour vous ou vos voisins, pour tout le monde. Élevons le niveau général et ne courons pas à l'achat prématuré d'un voilier, alors même que les rudimentaires ne sont pas là, puisque vous allez créer des problèmes dans votre vous et autour de vous, et même peut-être même mettre en péril aussi le projet d'autres personnes, les vacances d'autres gens qui n'ont rien demandé, etc. Tout ça pour un manque de connaissances. Voilà. Quand c'est le vent, il y a 60 nœuds dans le port et que le bateau il avance en crabe, bon bah là les gens ils seront plus tolérants avec vous que quand il y a pétole, pas un pet de courant, pas un pet de quoi que ce soit, et que en fait votre bateau vous savez pas le manœuvrer parce que vous comprenez rien au pas d'hélice, et que du coup vous n'arrivez pas à tourner, pivoter, et que vous vous retrouvez à être dépalé sur les bateaux des autres. Bon bah là techniquement on ne devrait avoir aucune tolérance pour ces moments là. Alors forcément les bons marins, en tant que bons marins, ils vont quand même venir aider, rassurer, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, etc. Mais vous vous rendez pas compte, du point de vue du néophyte, le néophyte va se dire, oh bah c'est bien, dès qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui court pour nous aider, les gens sont super gentils, il y a une entraide de fou, etc. C'est vraiment incroyable l'entraide qu'il peut y avoir dans un port, que ce soit la capitainerie ou les autres. Mais non, non, non,